projet de loi de finances, c'est très simple. C'est les prévisions de recettes et de dépenses de l'État pour l'année qui vient. Voilà. En termes clairs, c'est tout le problème de la fiscalité, que ce soit l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la taxe environnementale, les taxes sur l'énergie, enfin que sais-je, l'ensemble de la fiscalité nationale et locale aussi. Et en face, les dépenses, c'est-à-dire comment on fait fonctionner les services publics, avec quels moyens. Donc c'est l'ensemble de cela qui forme le projet de loi de finances. Non, il n'est pas du tout socialement juste. Le gouvernement prétend qu'il augmente le pouvoir d'achat des ménages de 6 milliards. Il n'y a qu'un petit malheur, c'est qu'il a oublié les augmentations de cotisations sociales sur les régimes de retraite complémentaires. Ça fait 1,8 milliard qu'il a oublié. Il a oublié l'ensemble des prestations sociales, le fait qu'on ne revalorise les retraites et les prestations familiales que de 0,3%, alors que l'inflation prévisionnelle l'année prochaine, elle est estimée à 1,3%, c'est-à-dire qu'on fait chuter le pouvoir d'achat de tous les retraités, à l'exception de ceux qui sont au minimum vieillesse, c'est-à-dire une infime minorité des retraités. On fait baisser le pouvoir d'achat des familles. Ouais. Pourquoi on fait cela? Parce qu'en matière de retraite, on n'a pas le courage d'avoir prolongé l'effort de la loi Fillon, c'est-à-dire de continuer à augmenter tranquillement, d'un trimestre par an, l'âge de départ à la retraite. Donc si vous voulez, globalement, quand vous tenez compte de l'ensemble des prestations familiales, des 1,8 milliards d'augmentation encore des cotisations retraite des salariés sur les assurances complémentaires, on est pratiquement à zéro. Donc c'est pas du tout, globalement, un budget en faveur des ménages. Pire, le 1% qui a les revenus les plus élevés de France augmente son pouvoir d'achat en moyenne de 6% sur les 2 ans. C'est énorme. Les 20% de nos concitoyens les plus modestes, eux, ont une légère baisse de leur pouvoir d'achat, autour de 0,3, 0,4% pour donner des ordres de grandeur. Et vous avez les couches supérieures, c'est-à-dire ceux qui sont, ce qu'on dit, les 2 derniers déciles, à l'exception du 1% des plus aisés, qui, eux, ont une situation intermédiaire. Donc on ne peut pas dire que c'est socialement juste. Alors, ce n'est pas, contrairement à ce que dit le gouvernement, un budget globalement pro-entreprise en 2019. Ça l'était en 2018, mais pas en 2019. Pourquoi? Le gouvernement dit, écoutez, on fait un effort de 20 milliards en faveur des entreprises. Eh bien, la seule mesure de transformation du crédit d'impôt compétitivité emploi, qui était 20 milliards, qu'on transforme en exonération de charges sociales patronales, c'est une mesure de trésorerie. Ça n'a aucun impact sur les comptes des entreprises. Pourquoi? Parce que c'était une créance que devait l'État. Donc ça améliore la trésorerie des entreprises de 20 milliards, mais ça n'améliore nullement leurs comptes. Donc si vous retirez cette mesure, on est à zéro, avec des plus et des moins. En plus, il y a une illisibilité de cette politique, notamment fiscale. Je vous donne un exemple. On baisse, et c'est très bien, le taux de l'IS, de 33,1% à 31% en 2019. Ça allège les charges des entreprises de 2,4 milliards. Mais simultanément, on augmente le 5e acompte d'impôt sur les sociétés pour 1,5 milliard. Et simultanément, on fait voter une mesure qui aggrave la fiscalité énergétique d'1 milliard, et essentiellement sur le secteur des travaux publics et du bâtiment. Donc vous faites la somme de ces 3 mesures, c'est zéro. Donc beaucoup de chefs d'entreprise disent on ne comprend plus la position du gouvernement. On croyait qu'on avait un gouvernement pour l'entreprise, mais on fait tout et son contraire. Et ça dépend des branches. Alors il y a des branches qui sont pénalisées, il y en a d'autres qui sont bénéficiaires. Vous voyez, une lisibilité de la stratégie en faveur de la compétitivité des entreprises françaises. Hélas, non. Puisque qu'est-ce que nous demande l'Union européenne? On s'y est engagé. C'est de réduire notre déficit structurel. Le déficit structurel, c'est le déficit corrigé de la position dans le cycle économique, de façon à avoir quelque chose qui est comparable d'année en année. Pour vous donner les chiffres précis, la réduction du déficit structurel, 0,1% cette année en 2018,
et 0,3 d'après le gouvernement, en fait 0,2 l'année prochaine. Ouais. Qu'est-ce que nous demande l'Union européenne? 0,5 chaque année. 0,5% du produit intérieur brut, ça fait 11 milliards, pour faire simple. Ce n'est pas un effort démesuré quand l'ensemble des dépenses publiques fait 1300 milliards. Bon. Eh bien, on ne l'atteint pas. Et pourquoi? Parce que certes, le gouvernement fait des économies, mais des économies insuffisantes. Il fait 0,4 points de produit intérieur brut, c'est-à-dire grosso modo un peu moins de 10 milliards en 2018. Il refait exactement la même chose en 2022, à peu près 10 milliards. Il faudrait doubler les efforts d'économie pour permettre de respecter nos engagements européens. Parce qu'on fait des économies, mais simultanément, on fait aussi quelques mesures fiscales qui ont des coûts. Et donc, c'est pour ça que le déficit structurel se réduit très peu. Ça veut dire que dès qu'on aura un ralentissement économique, certains pensent d'ailleurs qu'on est au début de ce ralentissement économique, eh bien, le déficit structurel remontera. Oui, il y en a. Par exemple, on met en place un compte d'épargne pour les exploitants agricoles. C'était une vieille demande. Moi, je demandais ça depuis maintenant près de 20 ans. Et bon, donc c'est fait, ça va dans la bonne direction. On peut encore un peu le peaufiner, mais ça va dans la bonne direction. La réévaluation du minimum vieillesse ou de l'allocation aux adultes handicapés, où il y a une augmentation sensible, ça, ce sont des mesures qui vont dans le bon sens. Mais hélas, les éléments positifs de ce projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale ne l'emportent pas, et de loin, hélas, sur les erreurs de politique sociale, de politique économique et de stratégie, tout simplement, de gestion des finances publiques.